Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens sur le sujet du mensonge à soi-même. On a vu que dans l'enquête que ça a déclenché une fuite énergétique assez conséquente. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais en fait, qu'est-ce que tu entends par mensonge à soi-même? Est-ce que tu peux donner des exemples? Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et en plus, j'ai fait des recherches et pour savoir comment ça se traduisait dans la biologie. Et en fait, quand on fait une IRM du cerveau, ben, ça se voit. Voilà, ça active certaines zones du cerveau et ça va désactiver d'autres zones. Donc, ça a quand même un effet sur la biologie. Donc, qu'est-ce que j'entends moi par se mentir à soi-même? Ben, en fait, c'est quand on déforme la réalité quelque part pour l'adapter à ses croyances ou comment dire, quand justement les faits sont en contradiction avec nos croyances ou l'image qu'on se fait d'une certaine personne, eh bien, c'est vraiment l'image de cette personne ou la croyance qui va avoir le dessus. C'est ça, se mentir à soi-même pour moi. Au niveau des exemples, ben, je pense qu'autour de nous, on connaît tous quelqu'un qui se ment à soi-même. C'est toujours plus facile à repérer avec un œil extérieur. Ça ne veut pas dire que nous, on ne se ment pas à soi-même, mais c'est déjà beaucoup plus, par définition, quand on s'aperçoit qu'on se ment à soi-même, c'est la fin du mensonge à soi-même, hein. Se mentir à soi-même, il faut y croire à ce mensonge. Donc, quelques exemples assez classiques. Par exemple, c'est une femme dont le mari est volage et qui va fermer les yeux là-dessus. Ou qui va se dire, bon, ben, ou qui va dire aux autres, parce que souvent les autres s'en aperçoivent avant elle d'ailleurs, et qui va dire, oh, mais nous, c'est pas, je m'en fous un peu parce qu'en fait, nous sommes en union libre, par exemple. Bon, l'union libre, quand il y a des sentiments, moi, j'y crois pas trop. Mais elle se ment à elle-même, par exemple, en se disant qu'elle s'en fout, que ça lui fait rien. Parce qu'en fait, si elle acceptait le fait que non, ça la gêne beaucoup, mais il faudrait qu'elle prenne une décision, c'est-à-dire est-ce que je reste, est-ce que je quitte mon mari? Alors, les genres, hein, vous pouvez les alterner. Et là, ça remettrait sa vie en question, parce qu'évidemment, quitter son conjoint ou sa conjointe, ça signifie parfois déménager, avoir un train de vie moins conséquent, etc. Enfin, ça peut enclencher beaucoup de choses. Donc, on a tendance souvent à se mentir ou à réduire l'impact qu'une situation a sur notre vie pour pas faire les aménagements nécessaires dans notre vie. Donc ça, c'est un exemple assez classique. Un autre exemple, ça serait par exemple une mère qui est si fanatique de son fils que elle ne voit pas du tout ses défauts, donc elle le défend tout le temps. Même si les autres lui disent, bah tiens, il y a ce type de comportement quand même, ça serait peut-être pas mal de le corriger. Non, non, elle trouvera toujours une excuse à son fils. Et souvent, ça se passe quand, pareil, là, les genres peuvent changer. Ça se passe quand il y a un rapport vraiment fusionnel comme ça entre un parent et son enfant. Et le fils va être vraiment très demandeur et, et la mère va jamais savoir lui dire non, par exemple. Donc, elle va acquiescer à toutes ses demandes. Donc, quelque part, les deux se bouffent un petit peu la vie parce que le fils a énormément d'attentes vis-à-vis du père ou de la mère. Et la mère, ben, elle aura pas de vie propre parce qu'elle passe son temps à répondre aux attentes du fils, par exemple. Et quand il y a comme ça une relation fusionnelle, mais des fois avec des clashs, parce que ça peut pas durer sur le long terme, il faut des fois, ça vaut le coup d'aller voir s'il n'y a pas une dette karmique, parce que si, par exemple, la mère a une dette karmique envers le fils, elle va jamais s'en sortir, puisqu'elle aura toujours un sentiment de culpabilité, par exemple, de ne pas répondre aux attentes du fils. Donc, c'est parfois bien d'aller faire sauter cette dette karmique pour libérer un petit peu tous les deux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont plus s'aimer, mais au moins, ça sera quand même un petit peu plus équilibré. Il y aura plus cette relation d'emprise. Et ça sera mieux aussi, les deux seront beaucoup plus heureux parce que quand dans une relation d'emprise, que ce soit celui qui a l'emprise sur l'autre ou celui qui subit l'emprise, les deux ne sont pas heureux de toute façon. Donc, ça, c'était un petit peu des exemples dans le registre interrelationnel, mais
À mon sens, la pire forme de mensonge qui soit, c'est quand on se ment à soi-même en se persuadant que la vie qu'on mène est celle dont on avait rêvé, par exemple, quand on était petit. C'est-à-dire que la vie qu'on mène, il n'y a pas de problème, on ne pouvait pas choisir autre chose. Voilà, Et là, c'est là où vraiment on touche la corde pour moi la plus sensible, parce que bah, quand on abandonne ses rêves, j'allais dire, c'est criminel d'abandonner un rêve. J'en ai la gorge qui se noue. Euh, et c'est là où on va, je pense, rentrer dans les mécanismes de défense les plus acharnés, quelque part. Et qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Bon, ben, par exemple, quelqu'un qui prend sur son dos par tradition familiale ou par une certaine conception du devoir ou des fois carrément du sacrifice, alors que personne ne lui demande de se sacrifier sauf lui-même, va se coller sur le dos des fardeaux qui lui appartiennent pas. Et donc, en se collant des fardeaux, des responsabilités, euh, quelquefois la vie que cette personne aurait aimé avoir, ben, ça passe complètement à la trappe. Et ça, c'est quand même un cas très très fréquent. Et quand même, comme ça démange quelque part, parce que la personne, du coup, elle est fragmentée en deux. Il y a une partie donc euh, qui veut répondre à ses, entre guillemets, ce qu'elle pense être ses devoirs, et l'autre partie qui crie et qui rue dans les brancards parce qu'elle a envie de vivre autre chose. Et pour faire taire cette partie-là, la partie qui se soumet au devoir va user de stratagèmes et comment dire, va trouver des justifications souvent toutes plus aberrantes les unes que les autres pour justifier son choix. D'ailleurs, ce qu'elle dit souvent, c'est que elle dit, je n'ai pas le choix. Comme ça, au moins, euh, elle tue dans l'œuf le doute qui pourrait naître comme quoi il y aurait une autre solution possible. Ça, c'est une des phrases favorites de la personne qui se ment à elle-même en disant, je n'ai pas le choix. Il est évident que il est beaucoup plus facile, entre guillemets, de rester dans sa zone de confort, même si cette zone de confort n'est pas, encore une fois, le rêve qu'on aurait souhaité, mais du moins on la connaît, que d'aller faire des aménagements dans sa vie, ça demande quand même un certain courage parfois, et puis surtout, ça demande un courage d'aller vers l'inconnu. Donc, on va se mentir à soi-même en disant, ben, je n'ai pas le choix, je ne pouvais pas faire autre chose que ça, que de reprendre l'entreprise familiale ou voilà, on va se trouver plein d'excuses et de justifications donc pour justifier le fait on ne change pas de vie alors que quelque part, il y aurait peut-être une autre vie plus intéressante ailleurs. Et le pire du pire, déjà là c'était pas mal, mais le pire du pire, c'est quand cette personne, elle a eu un aperçu de ce que pourrait être la vie, la, la, la vie que comment dire, son moi profond quelque part aimerait avoir. Il en a eu un petit aperçu et il a préféré quelque part reculer comme si cet aperçu, cet espace qui avait été ouvert tout d'un coup, lui faisait peur. Comme si la liberté, quelque part, lui faisait peur. Parce que souvent, comment dire, la vie rêvée, c'est quand même une vie beaucoup plus libre. Donc cet espace fait peur et là, il y a comme une rétractation. La personne va revenir, comme si cet espace et cette liberté lui faisaient peur, va revenir quelque part, elle va rentrer dans son trou qu'elle connaît bien finalement, elle en connaît chaque recoin. Et là, les mécanismes de défense vont être encore accrus parce que, euh, comme elle a eu un aperçu de ce que ça pourrait être, c'est comme si elle se sentait prête à basculer de l'autre bord. Et plus elle va être prête à basculer de l'autre bord, plus elle va enclencher des mécanismes de défense et sortir des justifications qui vont redoubler quelque part dans l'aberration. Et si un proche euh, qui distille un petit peu le doute ou qui lui montre un petit peu ce qu'il avait connu et que c'était finalement pas si mal,
ce qu'il avait entrevu. Là, c'est comme si la personne qui va lui dire, oula, il y aurait peut-être une autre solution possible, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'essayer? Cette personne-là qui me pointe le problème de sa vie bien plan-plan quelque part, euh, c'est elle qui va être prise pour le problème. C'est-à-dire qu'il va carrément y avoir une agression quelquefois envers cette personne parce qu'elle a osé semer le doute dans une vie qui est bien réglée quelque part. Et c'est elle qui va s'en prendre plein la gueule, en fait. La personne va préférer mettre un mur entre cette personne qui lui dit une autre vie est possible et elle, donc, que de ne serait-ce que évoquer la possibilité d'une remise en question de la vie qu'elle mène actuellement. Et là, quelque part, on en revient aux vidéos qu'on avait fait sur est-ce qu'il est possible d'aider quelqu'un? Eh ben, parfois non, quoi, parce que si la personne n'est pas prête ou si elle n'a pas le courage ou s'il y a toutes ces croyances qui lui disent j'avais pas le choix, j'avais pas le choix, j'avais pas le choix, euh, accrochez-vous, quoi, hein, pour lui montrer une autre vie est possible. Ça peut être très, très difficile. Bien, voilà. Donc, c'était un petit peu des exemples. Et maintenant, je vais parler, donc j'ai fait quelques recherches et alors là, je vais prendre mes petites notes, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un psychologue américain du nom de Drew, ça se dit Drew, je ne sais pas, West End, l'université Emory, donc qui a fait une expérience qui date déjà, parce que juste avant les élections de 2004, c'était entre Bush et Kerry, il a pris 15 exemples de personnes qui étaient démocrates et 15 républicains pur jus. Et à chacun, il a passé une vidéo montrant tous les travers de son candidat favori. C'est-à-dire les fautes vraiment, j'allais dire presque. De toute façon, tous les candidats, au bout d'un certain moment, d'un certain stade politique, à mon sens, tout le monde est un petit peu corrompu. Passons. Donc, on a montré des vidéos à chacun qui cassaient son candidat favori. Bien malgré ça, donc il aurait dû éventuellement au moins se poser la question est-ce que je vais aller voter pour celui-là ou pas finalement? Ben, ça n'a pas du tout remué la conviction donc des votants, parce que ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a choisi un candidat, il est très difficile de revenir en arrière une fois qu'on a fait un choix. C'est ce que démontre donc cette expérience. Et alors, ce psychologue, quand il a vu comme ça que les participants ont vraiment persisté dans la défense de leur candidat alors qu'on leur mettait sous le nez des preuves que ce candidat était corrompu, il parle en fait de raisonnement émotionnel. Alors quand j'ai lu ces deux mots à côté, là, moi j'ai dit, mais ça fait un petit peu oxymore parce que à partir du moment où il y a des émotions, par définition, ben, le raisonnement se fait la malle. Euh, mais quand même, plus loin, il a un terme qui me paraît plus juste. Il parle de contrôle émotionnel. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que les émotions vont exercer un contrôle sur le raisonnement, voire censurer le raisonnement. Et alors, ce qu'il dit aussi, et ça, il a pu le mesurer en fait justement par IRM. Parce que quand il y a ce qu'il appelle donc ce contrôle émotionnel, ça va activer des zones du cerveau qui sont habituellement, ça va, pardon, désactiver justement des zones du cerveau qui sont impliquées normalement dans le raisonnement, c'est ce que je disais là. Et en fait, il dit, une fois trouvé le moyen d'ignorer l'information qui ne pouvait pas être écartée de façon rationnelle, puisqu'on lui a mis sous le nez des preuves que son candidat était corrompu, par exemple, les zones, alors il écarte ça, puisque il en tient pas compte, et quand il a écarté ça, ce qui se passe, c'est que les zones neuronales liées à la punition sont désactivées. Et par contre, les zones impliquées dans la récompense et le plaisir s'activent. Et il dit, une expérience semblable à l'euphorie ressentie par un drogué lorsqu'il se fait un fixe. C'est-à-dire que quand on va réussir à se mentir à soi-même, ben, il y a une zone du cerveau, là, ping, c'est la zone du plaisir, de la récompense qui s'active. Et se mentir à soi-même, donc, ça veut dire que c'est addictif quelque part.
Alors vous imaginez ce qu'il faut pour faire marche arrière et ouvrir les yeux? J'ai trouvé ça super intéressant comme expérience. Alors, les participants là, de cette expérience, ils n'ont pas voulu donc laisser les faits interférer dans leur prise de décision. Et selon donc ce scientifique, il dit, en essence, il semble que les partisans triturent le kaléidoscope cognitif dans tous les sens jusqu'à arriver aux conclusions voulues, lesquelles se voient fortement confortées par l'élimination des états émotionnels négatifs, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire que la zone liée à la punition se désactive, et l'activation des états positifs. Voilà. Donc il s'est fait un fixe. En d'autres termes, en fait, donc les participants ont trituré la réalité, ont tordu la réalité pour la faire correspondre à leur candidat, enfin à leur choix de départ. Alors lui, il dit, il a une expression que j'aime beaucoup, là, ce neuroscientifique, là. Il dit, le résultat est que les croyances du partisan sont comme gelées, et la personne devient alors incapable de tirer profit de nouvelles informations. C'est intéressant, là, les croyances sont gelées. Ça veut dire que vraiment, on a cette idée de cristallisation des croyances, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a une décision qui est prise, c'est comme si on était engagé déjà là-dedans et vraiment, on imagine donc l'effort. Et, l'effort, en fait, c'est même pas un terme approprié parce que souvent, pour casser comme ça ou dégélifier donc une croyance, puisque il faut vraiment que la personne se prenne une claque, qu'il y ait un événement dans la vie qui soit comme un électrochoc parce que apparemment par le raisonnement, ça marche pas trop. Voilà. Donc, je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais on en revient toujours au même point, c'est que la personne, donc une personne qui est persuadée que la vie qu'elle a choisie était la seule et unique solution possible, eh ben, elle va être aveugle à toute information qui va oser semer le doute. Et alors, elle va être aveugle à l'information et agressive envers la personne qui lui présente ce fait qu'elle ne veut pas voir ou qui sème le doute dans son esprit. Et à partir de là, ben, elle va ériger des remparts et elle va sortir tout un tas, donc encore une fois, de justifications, de rationalisations qui n'en sont pas, pour expliquer son choix. Voilà. Donc, ça va très loin, hein, le mensonge à soi-même. Et il ne s'agit pas de juger parce qu'encore une fois, je pense qu'on s'est tous menti à soi-même une fois dans notre vie, et puis que sur certains domaines, on continue certainement à le faire. Il ne s'agit pas de juger, il s'agit de comprendre parce que sans compréhension, il n'y a pas de solution. Et déjà, si on arrive à comprendre les mécanismes de défense, c'est déjà un petit espoir de résolution, ou du moins de les faire sauter. Voilà. Donc, sur ce, ben, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.